Harding Pomeroy est né le 29 novembre 1859 à Charlestown, au Massachusetts, aux États-Unis. Ses parents sont Ruth Ann Snowman Pomeroy et Thomas J. Pomeroy. Il a aussi un frère qui s'appelle Charles Jefferson Pomeroy. Excusez, j'ai dû changer ma caméra de place. Donc, son père, Jesse, c'est un pompier et un vétéran de la US Civil War. Et sa mère, je vais en parler un peu plus tard, elle avait ouvert une petite épicerie durant l'été 1872, mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Jessie a son œil droit recouvert d'un voile blanc dû à la variole. C'est vraiment, on a toute une pupille de couleur qui fait notre couleur, peut-être avec les yeux verts, bruns, gris, bleu. Ben lui, son œil, c'était vraiment où est-ce que la couleur qui était rendue blanche. Aussi, on pouvait constater que la tête de Jessie semblait plus grosse que le reste de son corps. Et plus grosse aussi qu'un enfant de son âge de 11 ans. Il était plus grand que ses camarades de classe. En plus de tout ça, je vais vous mettre une photo ici. Il y avait un bec de lièvre à la bouche. C'est une fente labiale. Donc, tu sais, ça part vraiment de la lèvre-ci, puis ça va jusque dans le palais. Pour les ceux qui ne savent pas c'est quoi. Il y avait aussi son aspect valait les moqueries de ses camarades de classe et des autres enfants du voisinage et le dégoût des adultes. Même son père n'osait même pas le regarder en face. C'est quand même quelque chose. Pour ce qui est de son enfance, on peut dire que Jessie Pomeroy était un enfant qui était très solitaire et il avait un intérêt pour le vol et la violence. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'il se faisait régulièrement fouetter dans sa cour, nu, par son père. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un intérêt pour la violence. Aussi, son père l'infligeait de sévères corrections avec une ceinture. Et à un moment donné, la mère de Jessie, Ruth, elle n'a eu assez que son mari batte son fils, un de ses fils. Donc, elle a pris la défense de son garçon et elle a dit au père qu'elle le mettait à la porte de leur maison. Donc, dès son plus jeune âge, Jessie, on dit dans le jargon, qui se fait la main. C'est-à-dire qu'il commence à s'entraîner, à tuer les petits animaux du voisinage. Sa mère, un jour, sa mère Ruth, elle retrouve 2 canaris morts dans la cage qu'elle les avait pour eux. Puis elle devine que finalement, c'est qui est le coupable. Et Jessie ne tardera pas à perfectionner ses compétences. Je vous explique ça tout de suite. Billy Prane, un petit garçon qui habite avec ses parents à Chelsea, s'est retrouvé nu
et inconscient attaché à un arbre à Powderhorn Hill, près d'une vieille remise. Billy avait été sauvagement battu avec un fouet, mais n'a pas été capable de décrire son agresseur. Tracy Hayden, un jeune garçon de 7 ans, a été lui aussi retrouvé à la même place que Billy, dénudé, attaché et battu. Il aurait reçu au visage une planche qui lui a fracturé le nez et cassé 2 dents. Son agresseur l'aurait menacé de lui couper son pénis s'il parle aux policiers, et il abandonne l'enfant sur place. Terrorisé, le jeune Tracy donne une description aux policiers, une description très vague, d'un grand garçon aux cheveux blonds. Mais il n'en dit pas plus. C'est au tour du jeune Robert Meyer, âgé de 8 ans, est amené à la même place que les 2 derniers et a subi les mêmes traitements que les 2 précédents. C'est donc à ce moment que la panique s'empare de la petite ville de Chelsea. L'agresseur est toujours méconnu, il est toujours... personne ne sait c'est qui, et aucun des enfants n'a été capable de l'identifier. Alors, une récompense de 500 $ est promise. Dans les années 1870-1872, c'était énorme, 500 $ pour une récompense. Pour quiconque qui aurait des renseignements à propos de l'agresseur. Maintenant, c'est au tour du jeune Johnny Bolch, âgé de 7 ans, qui sera amené lui aussi à Powderhorn Hill, où il subira les mêmes tortures. Sauf que cette fois-ci, après s'être fait torturer, il sera emmené dans un petit creek, un petit ruisseau, un peu plus loin, où l'agresseur nettoie ses plaies avec de l'eau salée. Au courant de l'été 1872, la famille Pomeroy déménage à South Boston, où la mère Ruth ouvre une petite épicerie familiale. George Pratt, un enfant de 7 ans, est enlevé à South Boston. Il est déshabillé et attaché à la cabine d'un petit bateau de plaisance. Mais cette fois-ci, l'agresseur apporte quelques modifications à ses tortures habituelles. Il plante une pointe dans le bras et dans l'aine de sa victime. Ensuite, il mord sa victime au visage et aux fesses. Maintenant, c'est au tour du petit Harry Austin, 6 ans, qui est poignardé à maintes reprises au bras et aux épaules, même que son assaillant a tenté de lui couper son sexe sans succès. Une semaine plus tard, c'est le petit Joseph Kennedy, qui a 6 ans, qui est poignardé. L'agresseur a ensuite frotté ses blessures de Joseph avec de l'eau et du sel. 6 jours plus tard, le même homme poignarde Robert Gould, 5 ans, au cuir chevelu et au visage,
avant de s'enfuir à l'approche de passants. Bien que son agresseur l'ait menacé de le tuer s'il parle aux policiers, Robert, le visage ensanglanté, raconte son histoire aux enquêteurs des services qu'il a subis. Et il décrit son agresseur comme un grand garçon méchant avec un œil bizarre. Les enquêteurs ont demandé au jeune garçon plus de détails à propos de cet œil. Le garçon explique que l'œil de son agresseur était blanc comme du lait. Les policiers soupçonnent que l'agresseur lui-même soit un enfant, sensiblement plus vieux que les victimes. Puis ça donne qu'il y avait juste un enfant avec la description. Cette description-là, vu que Joseph Kennedy était la dernière victime de cet agresseur, c'est sûr qu'il a été interrogé plus par les enquêteurs. Et cette journée-là, on ne sait pas pourquoi, Jesse Pomeroy se présente au poste de police et croise le petit Joseph. Et il fait immédiatement demi-tour pour s'en aller. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Joseph le reconnaît, le voit et le reconnaît, ainsi que les autres victimes. Jesse Pomeroy a été condamné à passer les années qu'il sépare de la majorité à Westboro, la maison de redressement du Massachusetts. Il s'adapte parfaitement à ce nouvel environnement. Il se tient à l'écart des plus vieux que lui et les plus jeunes se tiennent à l'écart dû à sa réputation. À l'école, Jesse travaille sagement et a accepté l'autorité de l'établissement. Il sait qu'un comportement exemplaire, un bon comportement, pourra le faire quitter avant le temps de Westboro, c'est-à-dire que quand c'est un peu comme la prison, quand que tu suis les règles et que tu restes à carreau, tu peux sortir avant ton temps. Et comme de fait, à la fin du mois de janvier 1874, Jesse quitte la maison de redressement après 18 mois. Pour éviter qu'il rechute, sa mère lui donne un emploi à la boutique familiale. Le 8 mars suivant, John Curran appelle les policiers et leur dit que sa fille Cathy, âgée seulement de 10 ans, a disparu. Elle était partie acheter un carnet pour l'école et n'est jamais revenue à la maison. Un témoin affirme avoir vu la fillette entrer dans la boutique des Pomeroy et il a décrit comment elle est habillée. Elle est habillée avec une jupe en tartan et un col blanc. John Curran connaît très bien la réputation de Jesse Pomeroy. Bien évidemment, le capitaine Dyer de la police de Boston rassure M. Curran en lui disant que Jesse a changé et le fait d'avoir été à Westboro lui a fait un grand bien à ce dernier. Et que le jeune homme ne s'en prend pas aux fillettes. Les policiers sont constamment harcelés par les parents de Cathy et ils décident tout de même d'aller au magasin des Pomeroy. Ruth les accueille froidement et leur rappelle que son fils a été réhabilité et qu'il est tranquille et n'a pas touché à la petite Cathy.
Les policiers font le tour du magasin sans rien trouver d'anormal. Par contre, ils ont découvert un corps le 22 avril 1874, celui du jeune Horace Millen, qui était mutilé. Une impression de déjà-vu s'empare du chef de police de Boston, Edward Savage. Cette rage que Pomeroy ressent est bien son style. Quand Savage apprend que Pomeroy a quitté Westboro, il demande son arrestation immédiatement. Une fois arrivé chez les Pomeroy, le lendemain, Jesse a à la main un couteau, la lame qui a été nettoyée, la manche de sa chemise a quelques gouttes de sang et ses chaussures ont de la boue. Sur la plage d'Orchester, où il a retrouvé le corps, ils ont retrouvé des traces de pas qui correspond au trou des pas de Jesse Pomeroy et aussi à la façon dont ce dernier marche. L'adolescent refuse d'avouer son crime. Les policiers l'emmènent à la morgue pour le confronter au cadavre de la victime. Une fois sur place, Jesse perd tous ses moyens. Donnant désolé, Jesse ajoute que quelque chose l'avait poussé à commettre cet acte. Ainsi, demande aux policiers qui l'accompagnent de mettre Jesse dans un endroit pour plus qu'il recommence ce genre de choses. Aucune personne de Boston n'avait oublié ce qu'a vécu les 8 premières victimes de Jesse Pomeroy, ainsi que le meurtre de ce petit homme de 4 ans n'arrange les choses pour lui. Comme de fait, sa mère Ruth est obligée de fermer son magasin. Le nouveau propriétaire du magasin familial entreprend des rénovations. En juillet, alors qu'il rénovait le sous-sol, les ouvriers ont fait la macabre découverte. Ils ont senti une odeur de putréfaction. Ils ont découvert sous un tas de roches et de cendres le corps d'une fillette en pleine décomposition. Mais le corps a été rapidement identifié grâce à ses vêtements. C'est nul autre que Cathy Curran. Tout comme Horace Millen, elle a été égorgée et ses organes génitaux ont été mutilés à coups de couteau. Le procès de Jesse Pomeroy débute alors le 8 décembre 1874. Il est alors âgé seulement de 14 ans. L'adolescent avouera donc les meurtres d'Horace Millen, 4 ans, et de Cathy Curran, 10 ans. Par contre, l'avocat de la défense veut que Jesse plaide pour folie. Avec l'aide d'experts pour confirmer que Jesse Pomeroy souffre de démence. Mais la partie civile démontre que l'accusé était pleinement conscient de la différence entre le bien et le mal. Donc, il était responsable de ses actes. Après 5 heures de délibéré, le verdict est donné. Alors, Jesse Pomeroy est reconnu coupable de meurtre au premier degré et est condamné à la peine de mort. À 16 ans, Jesse Pomeroy est emmené à la prison de Charlestown où il va passer 53 ans de sa vie
dont 41 ans en isolement. Il essaiera à quelques reprises, quelques tentatives d'évasion et a réclamé un allègement de sa peine. En août 1929, il sera transféré à la prison de Bridgewater. Le 29 septembre 1932, à l'âge de 72 ans, Jesse Harding Pomeroy mourra à la prison de Bridgewater. Aujourd'hui encore, Jesse Pomeroy est considéré comme le plus jeune tueur en série américaine.